Ce podcast est proposé par les DCF ainsi que par Elixir Solutions. Elixir Solutions optimise votre CRM HubSpot pour vous aider à devancer tous vos concurrents, simplifier vos processus de vente, marketing et services avec Elixir Solutions. 700 000. En France, ils sont 700 000 commerciaux et dirigeants commerciaux avec chacun leur expérience, leur technique et leur savoir-faire. 700 000 professionnels qui chaque matin se réveillent avec un objectif. Le closing. Quels sont les outils à leur donner? Comment les faire travailler au quotidien et surtout, comment les manager? Je suis Anthony Felous, Managing Director d'Elixir Solutions et membre des DCF. Et j'ai décidé, une fois par mois, d'aller à la rencontre des meilleurs leaders commerciaux et de les passer sur le grill pour découvrir leurs secrets. Closing, c'est parti! 700 000 vendeurs, 700 000 personnes qui travaillent dans la fonction commerciale. Vous ne rêvez pas aujourd'hui, c'est Anthony Felous qui est au micro et pas Stéphane Damota. Stéphane Damota va être l'interviewé aujourd'hui car il passe la main sur le podcast de Closing. Stéphane, bonjour. Salut Anthony. Comment vas-tu? Super bien. Pas trop ému de quitter en fait le poste d'intervieweur auprès de Closing? Bah non, écoute, dans ma carrière, il y a plein de fois où j'ai transmis et ça a une nouvelle transmission. Ça fait partie des compétences des leaders du business, des dirigeants, des managers, de savoir transmettre et ça me fait très plaisir de faire cette passation avec toi. Moi aussi, je suis très content en fait de faire cette passation. On va revenir longuement sur la transition et sur la transmission. Je crois que c'est vraiment un des leitmotifs dans ta carrière. Juste pour mettre un petit côté émotionnel quand même, une petite larmichette, si je peux reprendre une petite expression comme ça, je vais te poser quelques petites questions en fait sur l'aspect en fait histoire. J'ai même mis un petit gilet. Il paraît que c'était ton symbole sur la saison numéro 1. Exact, ouais. Exact. Donc, écoute, je me suis inspiré. Je vais essayer d'être aussi bon pour la transmission, justement, pour pouvoir vous apporter, en fait, plein de nouveaux éléments sur le métier, en fait, de la vente et sur du contenu et sur la bonne humeur qu'on va pouvoir transmettre dans ce podcast. Une petite première question. Allez, on va faire une espèce de question-je-réponse si ça te va. Est-ce que tu peux me donner la plus belle anecdote dans Closing? Alors, anecdote, il n'y a rien qui me vient à l'esprit comme ça. Surprise, on va dire plutôt, c'est Antoine Faure, CEO d'un éditeur sur la partie rémunération commerciale, qui reçoit un call après être passé dans Closing pour un call d'un investisseur aux US, d'un business angel, pour mettre de l'argent dans la boîte. Donc, tu te dis, waouh, comment ça a pu passer l'Atlantique alors que c'était en français. Yvonne aussi, sur un DAF du CAC 40 qui appelle l'interviewé pour avoir un rendez-vous intéressé par... voilà, donc tu te dis, on n'a pas l'impression, parce qu'on est en train de tourner dans une petite pièce tous les deux, dans ce beau studio de One to One To, mais au final, c'est comme si on était face à des centaines de personnes, des centaines et parfois presque le millier sur certains épisodes. Et donc, ça traverse le deuxième, le troisième arrondissement pour aller aux US, pour aller voir quelqu'un du CAC 40 et tout. Donc, voilà, je trouve ça sympa. Ouais. Ah ouais, ça c'est dingue. Est-ce que Laurence Yvon, pour être exact. Mais est-ce que toi, tu as pris leur téléphone pour essayer de leur présenter Enzo ou pas? Non, moi, je suis sur un vertical bien précis, donc voilà. D'accord. Est-ce que tu peux me raconter l'anecdote la plus émouvante? La plus émouvante, c'est forcément... moi, j'ai eu un coach qui s'appelait Christophe Deval, avec qui on a fait un épisode très intéressant. C'était un des premiers épisodes. C'était un coach que j'avais eu pendant mon passage chez Cégide, et Christophe est décédé depuis. Donc, forcément, quand on parle d'émotion, j'ai envie de lui faire un petit clin d'œil et dire qu'on pense à lui. Après, la plus émouvante, on peut passer à la plus excitante, l'anecdote la plus excitante que tu as vécue. Il y en a eu pas mal, mais c'est sûr que, notamment, on a fait un épisode, on était les premiers sur la sortie du livre d'Antoine Fraisse, Comment recruter les meilleurs, qui est un best-seller sur la méthode de recrutement. Antoine, qui est un ultra businessman à succès, et son livre est vraiment bien. Et on était les premiers sur Closing à pouvoir en parler.
Et voilà, très fier. C'était hyper excitant de faire cet épisode. Évidemment, j'ai dû lire le bouquin 2 fois pour pouvoir tenir l'épisode correctement. Et je m'en sers encore, donc excitant et avec un retour sur investissement intéressant. Beaucoup de travail de ta part, en fait, avant de préparer les épisodes. Je viens de le constater en préparant celui-ci avec toi. J'avoue que c'est assez incroyable l'énergie que tu peux mettre avant de faire venir tes invités dans la préparation et surtout dans le rendu que tu peux donner. Après, la plus excitante, la plus ennuyante? Eh ben justement, tu as, sans faire exprès, touché du doigt le sujet, c'est-à-dire qu'un invité qui a pas voulu préparer, alors je ne vais pas le citer évidemment, c'est dans les 50 épisodes, et en fait l'épisode s'en est ressenti parce que voilà, le boulot de podcasteur, de host, c'est d'avoir un échange, d'aller chercher les sujets, de rebondir dessus, donc il y a un vrai boulot, je ne vais pas dire journalistique, ça serait faux quand même, mais en tout cas voilà, il n'a pas voulu le faire. Pourtant, c'est quelqu'un de brillant, compétent, et l'épisode s'en est ressenti. C'était chiant, en fait. Désolé pour le terme, mais parce que voilà, on a été en surface. Pour finaliser ce petit jeu, ton meilleur épisode? Alors, j'en ai pas des meilleurs. Tous les dircos qui sont venus, les managers co étaient à leur façon, ont partagé, nous ont donné leurs enseignements. Moi, j'ai beaucoup apprécié lorsqu'on est sorti du cadre. Donc, on est sorti du cadre plein de fois. On a eu Philippe Gabillet, qui est philosophe. On a eu Christophe Coppen du RAID sur la partie négociation. On a eu Pierre sur la partie art oratoire. On a même fait 2 épisodes tellement il était long. Je pense aussi, on a eu des sportifs. Et quand on sort du cadre et qu'on ramène du contenu autour de ces thématiques qui viennent apporter de la valeur au DIRCO, c'est passionnant. Alors là, pour le coup, la préparation des épisodes, je te dis, c'était un peu de boulot. Mais en tout cas, le rendu, moi, ça m'arrive encore d'écouter certains de mes épisodes, pas pour m'entendre, parce que c'est toujours horrible de s'entendre, hein, tu verras. Mais en revanche, pour aller chercher la valeur que ces personnalités m'ont communiqué, et notamment, je repense à la partie émotionnelle de Christophe. Voilà, t'as envie de rester 5 heures avec lui, quoi. Bah, écoute, peut-être que je le réinviterai une autre fois. En tout cas, tes 2 épisodes sur l'art oratoire, j'ai assisté à un de tes katas du DIRCO au DCF sur ce sujet-là. J'ai écouté tes 2 podcasts, ils étaient vraiment incroyables. Écoute, si tu veux bien, on peut reprendre l'épisode un petit peu plus classiquement maintenant. Comme tu es mon invité et que je suis très très heureux de te recevoir, pour la raison suivante, c'est que tu es un véritable faiseur de business, réalisateur. Je te connaissais en fait, même si ça fait maintenant quelques années qu'on se connaît, assez peu, mais en tout cas, je te connaissais finalement assez peu avant de préparer cet épisode. J'avoue que j'étais assez épaté par ton parcours. Et comme dans tout parcours, en fait, il faut d'abord parler de la construction. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur toi, sur Stéphane Damota, d'un point de vue perso et pro? Ok, côté perso, je suis un papa avec j'allais dire 2 petites filles, mais non, maintenant c'est plus que 2 petites filles, hein, ça grandit très très vite. Voilà, je suis addict au sport, et notamment au sport de longue distance, pour compenser plein de choses, le stress, la gourmandise, mais aussi aller chercher d'autres valeurs que j'affectionne, hein, comme la performance qui vient très rapidement, souvent collée au sport. Voilà, et mon kiff, c'est le week-end d'aller vers la Manche et la Normandie avec mon chien, la famille, se poser après des semaines de dingo, où pendant ces semaines, j'ai la casquette de CEO de Enso RSE, un éditeur de logiciels spécialisé dans la RSE. Et également, j'ai toujours une casquette DCF, donc du mouvement, de la fédération, où j'ai pris un rôle avec le nouveau président Cyril Meunier, où je suis secrétaire général adjoint en charge et de la RSE, de la durabilité. Donc, vous voyez tout de suite le lien, mais également de la partie marketing comme externe. Voilà, donc un nouveau mandat avec Cyril, des nouvelles responsabilités plutôt nationales. Et voilà, ça m'occupe assez bien pour me donner envie de faire plein de sports et de prendre du temps tranquille en Normandie le week-end. Donc, tu veux dire que tes journées et tes semaines sont extrêmement chargées? Elles sont pas mal. Et malgré tout, on arrive à trouver d'autres enjeux, d'autres choses. Et je faisais un petit parallèle avec le sport, là. En ce moment, je suis un
un coaching avec quelqu'un qui s'appelle Arthur Pagès et qui a fait des études sur une académie sur la haute intensité. Et dans cette académie, tu travailles le sport, comme un sportif professionnel, tu travailles sur tes performances, mais avec une notion de dire, OK, si je réussis, qu'est-ce que ça va m'apporter? Quels sont mes bénéfices? Mais si je ne réussis pas, qu'est-ce que ça va également m'apporter? Parce que la réussite, à chaque fois, ça fait perdre des choses également. Et pareil, si je ne réussis pas, qu'est-ce que ça va m'apporter de ne pas réussir ou de réussir différemment? Et en fait, grâce à cette méthode, tu peux te dire que si tu n'atteins pas tes 100% et que tu atteins les 80%, ça ne doit pas te détruire le moral. Et comme un performeur, tu dois toujours rester au taquet. Et même si tu n'es pas à 100%, tu es à 90, 85, ce qui est un peu dissonant d'un DIRCO qui met la pression sur le forecast. C'est ce que j'allais te dire. Mais c'est sur des projets moyen terme, long terme. Ce n'est pas sur ton closing du mois. Voilà. Et je trouve ça vraiment intéressant d'avoir des spécialistes qui, à partir du sport, peuvent également avoir ces notions de performance dans le monde de l'entreprise. Mais tu fais vraiment un parallèle entre tes performances sportives et tes performances en fait, que tu peux avoir commercialement ou dans ta construction de tes entreprises, de tes diverses expériences, parce qu'on va un peu plus creuser avant d'arriver sur Enso RSE. Tu as un long parcours, mais est-ce que tu as un vrai parallèle, c'est-à-dire que quand tu as atteint des performances sportives, ça se retranscrit aussi dans ta vie de tous les jours? Oui. D'une part, parce que tu sécrètes des hormones qui te rendent heureux et que même si tu as fait une sale journée, moi je pratique l'athlé, quand le lundi tu as fait une session de fractionné où tu t'es arraché pendant de 19h30 à 20h30, tu as eu tes soucis de la journée et là c'est l'endorphine je crois ou la dopamine, ça vient te rendre meilleur, tu arrives à table, tu es avec ta famille et tu vas écouter les gens, tu vas t'intéresser à ce qui s'est passé dans la famille. Alors que tu sors de tes rendez-vous, tu viens de fermer le bureau dans le noir, tu es le seul et tu arrives direct à la maison, tu n'as pas forcément envie d'être dans l'échange. Donc ça, c'est juste un exemple. Mais après, si tu prends... et le terme exact, c'est l'Académie de la haute performance. Donc je voulais juste le repréciser. Et le coach Arthur ne coach pas que des entrepreneurs ou des managers du business, ils coachent aussi des sportifs. Et la méthode est exactement la même. Donc, ça répond indirectement à ta question. Mais pour moi, il y a vraiment une similitude entre les deux. En fait, depuis que je te connais, il y a un point... tu as parlé de transmission en introduction du podcast. Et en parallèle, ce que je constate, c'est que tu es tout le temps en train d'apprendre avec en fait des sujets, des thèmes que tu as choisis. Tout à l'heure, tu as parlé de l'art oratoire, tu as fait même 2 épisodes sur l'art oratoire. Tu as parlé, on va revenir un peu plus tard sur ta carrière, mais ce que je constate, c'est qu'il y a vraiment toujours une volonté en fait, d'apprendre sur des sujets et d'utiliser en fait, ce que tu as appris par ces coachs, en tout cas par les sachants, et de le réutiliser et de le transformer à ta sauce. Est-ce que c'est ça la méthode de Stéphane? Écoute, c'est sûr que moi, j'ai eu un déclic vers 30 ans, je pense, où je me suis dit, mais mince, il faut continuer à apprendre. Et je ne sais plus dans quelle formation, j'ai appris ce mot amélioration continue, qui est aujourd'hui employé par la terre entière. Et depuis ça, j'apprends. Peut-être parce que je n'avais pas assez appris avant, j'en sais rien. Mais en tout cas, plutôt sur des choses bien spécifiques. Et effectivement, j'avais appris ça il y a longtemps. Je me rappelle, c'était sur les entretiens professionnels. Comment mener un entretien professionnel. Et il n'y a rien de mieux pour apprendre, c'est de former d'autres personnes. C'est-à-dire que tu as beau dire, lorsque tu formes quelqu'un à ce que tu as appris, forcément, ça te force à sortir de ta zone de confort. Et c'est le meilleur moyen d'emmagasiner et tu le fais à ta façon. Donc, je ne me rappelle pas à 100% de toutes les formations, toutes les recherches que j'ai pu réaliser. Je suis plutôt quelqu'un du 70-80, mais en tout cas, tout le temps avec une teinte, avec ma touche et le partage. Et c'est vrai que j'ai une sorte de vide. Si dans l'année, je ne me suis pas mis 2-3 challenges, l'art oratoire, ça m'a pris 9 mois. Mais qu'est-ce que j'en suis content. Je veux dire, ça me sert quasi tous les jours. Ah oui. Voilà. Ah, la posture. La posture, très important. Ouais, j'ai même appris la posture.
Ok Stéphane, on va rentrer en fait un petit peu dans l'histoire de ton entreprise actuelle et j'aurais aimé que tu m'expliques un petit peu ce que c'est ENSO et RSE, en m'expliquant un petit peu l'acronyme de ce que c'est RSE parce que notre auditoire ne sait pas nécessairement ce que c'est. Et déjà une petite question personnelle, qu'est-ce que veut dire ENSO? ENSO, signifie en japonais, en arzen même, cercle d'éveil. Parce que notre ambition, c'est d'éveiller la responsabilité sociétale des entreprises. Donc sociétale, pourquoi ? Parce que RSE, responsabilité sociétale des entreprises, et pas société, environnement avec le E, non, c'est responsabilité sociétale. Et la terminologie de sociétale englobe l'environnement, le social et la gouvernance. L'objectif de la RSE, c'est de rendre les entreprises les plus durables possibles, tout en faisant attention à leurs parties prenantes, les collaborateurs, les clients, les fournisseurs, la terre, tout ce qui tourne autour. Mais ça ne veut pas dire qu'on enlève la notion de performance. L'objectif, c'est de se dire, grâce à la RSE, je vais déterminer un modèle d'affaires où même mon entreprise, dans 3 ans, dans 4 ans, elle trouvera toujours des collaborateurs parce qu'elle est dans un business qui est durable, elle trouvera toujours de la matière première et elle aura toujours des actifs qui seront toujours efficient. Et c'est vrai que dans l'image, souvent, et j'ai eu des échanges avec parfois pas forcément des gens d'une autre génération, mais oui, la RSE, c'est les abeilles sur le toit, c'est les plantes vertes et le baby-foot. Pas du tout. La RSE, c'est de rendre les entreprises les plus performantes possibles et le plus longtemps possible avec, évidemment, un partage de la valeur. C'est-à-dire que les gens qui collaborent dans l'entreprise sont là pour générer des richesses pour les dirigeants, pour les actionnaires, pour l'entreprise, mais aussi pour les collaborateurs. Et il y a un vrai partage, et ça, c'est le sens. Et donc, après, je vais t'expliquer pourquoi cette idée. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu viens implémenter ton logiciel dans la société, tu aussi intègres les notions de performance? C'est-à-dire que tu viens t'interconnecter avec des solutions du marché probablement que le client a déjà. Et ça veut dire que tu vas venir aussi regarder en fait la performance globale de l'entreprise ou c'est un sujet qui reste, on va dire, dans d'autres logiciels? Alors là, on sent que tu viens du monde du soft et que tu mets tout de suite les mains dans le cambouis. Dans le cambouis. Mais évidemment, il y a des intercos, mais l'interopérabilité, je vais dire que c'est un peu la mécanique. Dans la RSE, il y a 3 critères. Ce sont des critères ESG. On entend beaucoup parler d'ESG. Voilà. Et bien, ces critères ESG permettent de mesurer la performance. Et c'est grâce à ces indicateurs-là que nous, on va déterminer ces indicateurs, notamment grâce à on se connecte au logiciel de compta, de paye, on va chercher de la data financière, sociale, et on va donner des indicateurs bien précis, mesurables, quantifiables. Et là, on va montrer aux dirigeants de l'entreprise les axes d'amélioration. Et une fois que tu as fait ça, l'outil va servir de gestion de projet, d'embarquer l'entreprise dans son amélioration. Et une fois et toute amélioration se mesure, et l'objectif après, c'est d'avoir un reporting extra-financier. On sort du financier pour aller dans l'extra-financier. Et ce qui est important, c'est l'usage. Aujourd'hui, une entreprise qui a des bons indicateurs extra-financiers, il peut aller voir la Banque de France pour améliorer sa cotation. Il peut aller voir un banquier pour aller chercher un prêt vert avec un taux bonifié. Je suis industriel, j'achète une machine à 1 million d'euros, je gagne 0,2, 0,3 points. C'est énorme. Je fais un appel d'offres. Un appel d'offres public, c'est 30% des réponses. Un appel d'offres privé, c'est une vraie différenciation. Je suis dans une entreprise, j'ai du mal à recruter. Les gens ne sont pas motivés. Je vais aussi faire ça pour accélérer le mood et l'attractivité de l'entreprise. Donc tout ça, c'est vraiment du solide et du réel. Mais ça veut dire que tu parles à toutes les fonctions transverses de l'entreprise de manière générale, ou tu as quand même un périmètre, si on parle sur on va dire une PME de 500 salariés, est-ce que tu vas t'adresser à toutes les fonctions dans l'entreprise ou tu as quand même un périmètre qui va être les RH, la partie financière, ou vraiment ça couvre de manière très large en fait le périmètre global?
Alors là, tu rentres dans la segmentation. Oui. Alors déjà, on n'est pas aligné sur PME 500 collaborateurs. Là, on voit que monsieur fait du grand compte. Ah non, Voilà. non, mais écoute, Voilà. c'est juste une transformation pour moi, professionnelle. 500 personnes, c'est une ETI. Ouais. Mais après, c'est plutôt des définitions. Mais avec cette notion, on va pouvoir expliquer le modèle économique d'Enso RSE. Nous, aujourd'hui, et c'est des années et des années de collaboration avec ce métier qui est l'expert comptable, nous, aujourd'hui, on passe à travers l'expert comptable. Parce que notre mission, on a donc une raison d'être. Donc la raison d'être, c'est quoi? C'est ce qu'on a mis depuis la loi Pacte de 2019. Toutes les entreprises en France, on doit intégrer la raison d'être dans leur statut. Sans être société à mission, mais tu peux mettre... Notre raison d'être, c'est de rendre accessible la RSE auprès des TPE, des PME. Donc moi, ma notion de TPE, de PME, c'est des boîtes jusqu'à 200 personnes. Voilà. Pourquoi ça? Parce qu'on est parti du constat en disant, t'es collaborateur de chez Total, parce que Total est un grand groupe, t'es protégé, tu partages la valeur, tu fais attention à l'environnement. Bon, l'exemple est peut-être un peu mal choisi, même si maintenant il y a des sujets plus green chez Total. Tu fais partie des 90%, 95% de TPE en France ou de PME. Ton assistante commerciale ou ton directeur des ventes, il a droit aussi de partager la valeur. Il a droit aussi d'être protégé. Et donc nous, on est parti du postulat en disant, on va défendre ces TPE, ces PME pour leur rendre accessible à un prix structuré, à un prix, à une capacité, parce qu'ils ont une capacité d'acceptation de certains budgets qui est différente de ces grands groupes. Et donc, le choix, c'est de passer par l'expert comptable. L'expert comptable, aujourd'hui, c'est 85% des boîtes de moins de 20 personnes ont un expert comptable. L'expert comptable, c'est le médecin de famille. Il connaît l'entreprise, le modèle d'affaires, les fournisseurs, les collaborateurs, etc. Et donc, on a fait un choix en B2B2B. Exact. C'était ton mot pendant qu'on a préparé l'épisode. Exactement. On vend l'expert comptable. Et l'expert comptable, comme s'il vendait de la compta ou de la paye à ses clients, il vend une mission RSE. Parce qu'il a la data financière, il a la data sociale. Et depuis 3 ans, 4 ans, ils se sont mis à se former énormément sur le sujet. Yes, Stéphane, donc comme tu me disais, en fait, sur le business model B2B2B, il y a 21 000, je crois que tu m'as dit ça comme référence, 21 000 experts comptables en France. Pourquoi tu as choisi ce modèle de passer par des intermédiaires ou des revendeurs, peu importe leur nom, on ne peut pas parler de revendeurs pour des experts comptables, mais pourquoi tu n'as pas décidé de faire de la vente directe plutôt que de passer par des intermédiaires? Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que ça fait presque 20 ans que je travaille dans cet écosystème. Ancien directeur commercial de Cégide, directeur des opérations d'une filiale de KPMG. J'ai ce track record où ça fait des années et des années que je travaille avec les experts comptables. Donc ça, c'est à la fois un influenceur, mais c'est ce qui m'a donné l'idée de monter cette boîte et de monter ce modèle-là unique sur son lancement. Depuis, on a inspiré quelques camarades, mais tant mieux. Ça, c'est le côté par rapport au fondateur. Mais sinon, si on prend un regard très froid, pur market business, aujourd'hui, combien ça coûte d'aller chercher de la TPE et de la PME en direct? Entre l'accessibilité aux décideurs, le budget adossé à ça, c'est un boulot de malade. Et puis, il faut recruter des équipes, il faut des équipes de phoning, c'est une démarche commerciale qui demande énormément d'argent. Certains réussissent. Quand tu fais le comparatif entre ça et signer des clients experts comptables, je vais te donner un ratio. Un cabinet, c'est en général des collaborateurs. Un collaborateur gère environ 30 clients. Ça peut être du boulanger à la start-up, à la boîte de réparation d'ascenseurs. Voilà. Donc, si tu prends un cabinet de 10 personnes, bah, tout de suite, tu touches 300 entreprises. 100 personnes, 3000. Donc, tu vois le ratio. Et là, ce matin, je suis de très bonne humeur. Je viens d'avoir l'accord d'un appel d'offres qui a duré près de 3 mois sur un top 10 de la profession. Une firme qui représente peut-être, en termes de clients, 30 000 à 40 000 clients. Donc, est-ce que c'est pas plus optimisé d'aller animer ces 40 000 clients à travers un partenaire de qualité qui connaît ses clients ou de construire une armada de SDR
et de dépenser des millions d'euros en market pour aller adresser la même cible. On n'est pas à la fin du bal. Je ne te dis pas que j'ai la bonne solution, mais en tout cas, c'est ma stratégie. Je comprends mieux en fait ta démarche et sur le fait de l'écosystème que tu connaissais déjà. Après, si tu veux, je peux préciser un point. C'est un marché qui est ultra atomisé. Il y a 21 000 ou 22 000 experts comptables sur 11 000 sites, parce que dans certains experts comptables certains bureaux d'experts comptables ont plusieurs experts comptables. Ça représente à peu près 2 millions d'entreprises en France, TPE, PME, mais ça va très, 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 très bas. Ça peut être la personne tout seul, ça peut être des médecins, ça peut être des kinés, ça peut être... Voilà, on a vraiment tout le tissu économique français. Néanmoins, tu as les 200 plus gros cabinets français représentent quasi en 40% du volume à 50% du volume total. Parce qu'il y a beaucoup de cabinets qui sont tout seuls ou qui sont petits. La moyenne nationale, c'est 8 ou 10. Donc, on est face à 200 cibles où tout le marché se jette dessus parce que c'est des entreprises à plus fort potentiel. Voilà. C'est les plus gros faiseurs. Exactement. Donc, deux félicitations, parce que quand on a préparé en fait le podcast, j'ai vu un de tes posts LinkedIn. Comme tu es très présent, comme tu l'as dit, pour les DCF, tu es responsable de la communication et tu es plutôt un communicant sur le fait que tu as fait un one-shot. Donc, sur le salon des experts comptables qui a eu lieu la semaine dernière. Aujourd'hui, tu signes un gros appel d'offres, en tout cas apparemment significatif. Est-ce que tu peux me dire un peu plus d'ailleurs de ton histoire? Parce que je vois que tu es un petit peu le couteau suisse, c'est-à-dire que tu es capable de faire du one-shot, mais tu es aussi capable de diriger, tu as une vraie stratégie d'entreprise. Est-ce que tu peux me raconter un peu plus ton histoire sur quel est ton parcours jusqu'à jusqu'à Enso RSE que tu es en train de faire aujourd'hui? Et en parallèle, je sais que ma question va être un peu longue, mais ce n'est pas grave. Tu peux me faire le parallèle aussi avec les DCF dans un deuxième temps. Alors, je suis obligé de rebondir sur le congrès à Lyon. Effectivement, il y a un événement national qui s'appelle le congrès de l'ordre des experts comptables. C'est le plus gros événement B2B d'Europe. Là, donc, on était à Lyon. Il y avait 8500 experts comptables. On était plus de 270 exposants avec des équipes. Certains viennent à 50 ou à 100. Mes anciens collègues de CJ, de l'Essage, maintenant les Penny Lane & Co. Donc, c'est un truc colossal pendant 3 ou 4 jours. Et c'est vrai qu'on s'est amusé à l'ancienne à avoir des bons de commande papier. Et je me suis pris au jeu. Et j'ai organisé un petit concours que j'ai gagné. Voilà, mais je ne vais pas prendre le prix. J'ai dit à l'équipe. Je ne l'ai pas donné non plus. Donc, on l'a annulé. Voilà, la petite montre Apple ne sera pas distribuée. Dommage. On n'a pas le droit de parler des marques, mais c'est pas grave. Et voilà. Et c'est vrai que je me suis pris au jeu à signer sur site. Et j'ai pas signé un, j'en ai signé 5, monsieur. Ah, pardon, excuse-moi, mais tu n'as publié qu'une seule fois avec un client. Avec deux différents, mais voilà. Et alors, pourquoi je fais un petit focus là-dessus? C'est pas pour flatter mon ego, c'est que ma fibre de départ, c'est le business. C'est-à-dire que moi, j'ai été sales chez Cegid, puis manager sales, puis directeur. Et voilà, donc j'ai fait une partie de ma carrière, mon début de carrière sous l'ère Jean-Michel Aulas, pour ceux qui connaissent chez Cegid, le futur maire de Lyon peut-être. Ensuite, j'ai commencé à sentir cette fibre entrepreneuriale où j'ai accompagné une PME à grandir un peu plus et j'ai pris un rôle de DIRCO market, mon premier niveau d'actionnariat et ça a duré 3 ans jusqu'à une première levée de fonds et puis après on n'était pas aligné avec le CEO, donc j'ai décidé de monter ma propre start-up qui était une marketplace de cavistes indépendants. Donc on est toujours dans le digital, mais on est sur une autre profession, une profession fort sympathique, avec un produit assez sympa, mais avec très peu de marge. Et ascenseur émotionnel, on a failli vendre la boîte à vente privée, puis à Interflora, il y a toujours eu un truc, on s'est fait doubler par le petit ballon sur vente privée. Aïe. Voilà. Et au final, on l'a cédé à la Fédération des cavistes indépendants. Donc ça a été une expérience pendant un peu plus de 3 ans. Et j'ai eu une expérience qui a duré 1 an et demi, où j'ai accompagné, pareil, des dirigeants sur une ESN spécialisée dans le cloud public,
Et moi qui ai toujours été du côté éditeur de logiciels, c'était intéressant de voir le côté hébergeur et toute la chaîne de production, toute la partie DevOps. Pour ceux, je laisserai regarder sur ChatGPT ce que c'est que la partie DevOps. Est-ce que tu peux me décrire DevOps ? Alors, DevOps, c'est un métier méconnu, mais l'objectif, c'est vous savez, les fonctionnalités, ça va très, très, très vite. Et en fait, à chaque fois que les développeurs ont développé des nouvelles fonctionnalités, ils veulent qu'ils soient lancés et faire des mises à jour. Et en fait, le principe du DevOps, c'est lui qui va faire en sorte que la plateforme tient la charge et soit en capacité de lancer des mises à jour quasi en temps réel, de découper le produit en plusieurs étapes et de réinjecter. Je crois que c'est une appli comme Uber, où Uber fait des mises à jour quasi tous les jours, plusieurs fois par jour, et aucun utilisateur s'en rend compte. Ça, c'est grâce au métier du DevOps. Et dans cette entreprise, cette ESN, on a fait notamment une transformation en entreprise libérée. 150 salariés, donc c'était quand même un gros boulot avec toutes les méthodes. Donc on doit être en 2015-2016, donc c'était hyper intéressant. Ah ouais, c'est surtout très précurseur pour les entreprises libérées, parce qu'aujourd'hui, on commence à en entendre parler, il y a quelques belles réussites sur les entreprises libérées, mais qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers ce mouvement ? Là, à l'époque, moi, je suis Dirco Market, et les deux CEO DG décident de se lancer dans cette expérience. La boîte s'appelait Oxalide, elle a été rachetée depuis. Et c'est vrai que du stand-up meeting à toutes les méthodes de management collaboratif, au fait de plus avoir de manager, enfin tout ça, c'était des choses, alors entre guillemets, assez imposées, assez structurées. Et comme tu l'as dit en introduction, donc moi je suis resté, quand la boîte a été vendue, je suis parti chez KPMG et après on s'est fait racheter par Cegid. Donc je suis revenu chez Cegid, voilà. Et par rapport à ce que tu dis en introduction, toutes ces méthodes, et c'est notamment de ces méthodes agiles, le mot paraît pareil, galvaudé aujourd'hui. Parler de méthodes agiles en 2015-2016, c'est pas la même en fait. Donc voilà, un cran d'avance. Et après, quand tu arrives dans cette maison, dans cette ETI, qui est Cegid aujourd'hui, 4000 collaborateurs ou 5000 maintenant, à l'époque on était un peu moins. Et voilà, et moi j'arrive avec mes méthodes de stand-up meeting où tous les matins je suis là avec mon équipe managériale à animer le stand-up, à faire des feedback loops, à se lancer pas mal de choses comme ça. Et c'était vraiment, vraiment intéressant. Et à l'inverse, ce que j'ai appris là sur cette... donc, entre-temps, Jean-Michel Aulas a vendu. Il y a un fonds qui s'appelle Silver Lake et qui apporte des compétences qui viennent de SAP, Salesforce, Microsoft. Et je découvre les Sales Operations. Et là, toute la méthode Sales Ops. Moi, à l'époque, je suis avec une équipe de 150 sales, pré-sales. Et là, j'ai une vraie connaissance liée à cette expérience-là. La partie Sales Ops, avec toute la difficulté, le côté humain qui est parfois pas simple sur les commits commerciaux, mais extrêmement, extrêmement intéressante. Et puis après, voilà, on a l'idée d'Enso RSE et c'est là où je quitte Cegid pour monter Enso RSE et je suis toujours partenaire de Cegid avec Enso RSE. Donc l'histoire est encore connectée. Peut-être que demain, on ne sait jamais le futur et de revenir peut-être dans quelques années au sein de chez Cegid. Vous êtes plusieurs à évoquer le sujet. C'est pas au programme. On est partenaire pas que de Cegid, notamment d'un autre qui s'appelle RCA, qui est rentré aussi au capital de Enso RSE pour pousser notre accélération. Donc voilà, on verra bien. On verra. En tout cas, c'est l'avenir qui nous le dira. Comme dans tout ce que tu viens d'expliquer, maintenant, effectivement, on est un petit peu plus... on connaît un peu plus, effectivement, tout le vocabulaire DevOps. Mais tu as parlé d'un terme, feedback loop. Écoute, ça fait partie de la boîte à outils du management agile qui est, comme quasi tous les outils du management agile, viennent
des éditeurs de logiciels et de la méthodologie agile tu connais l'histoire de dire plutôt que d'attendre 9 mois de développement d'un produit, on va faire des itérations courtes pour que le produit corresponde aux besoins du client. Et en fait, c'est la même chose sur la partie managériale. C'est-à-dire que plutôt que d'attendre, que ça fait 6 mois, 9 mois que ton collègue te casse la tête sur la façon dont il te parle ou la façon dont il travaille ou la façon dont il présente, que ça soit un +1, un -1, c'est d'intervenir sur des moments, dire voilà, on va se dire des choses positives et des choses de progrès pour que la collaboration soit mieux. Donc tu commences par le positif, j'adore ça chez toi, ça chez toi, ça chez toi. Néanmoins, il y a bien un sujet sur lequel on devrait progresser ensemble et notamment c'est toi qui as la clé, c'est de faire ça peut-être de cette façon-là plutôt de cette façon-là. Voilà, c'est un peu de terminologie mais ça pousse à se dire les choses. Ok. Je vois qu'il y a beaucoup de techniques en fait dans ta maîtrise en fait. Il y a beaucoup de préparation, de coaching. Est-ce que tu considères aujourd'hui que tu apprends tous les jours sur la partie commerciale? Est-ce que tu inventes des nouvelles techniques commerciales? Alors, pas nécessairement techniques, mais en tout cas, une manière de faire du commerce chez Enso RSE. Écoute, je suis un peu mal à l'aise avec la question. Je vais te dire pourquoi. Parce que entre ce qu'on fait au DCF, ce qu'on a fait dans le podcast Closing, notamment aller chercher les meilleures pratiques, ce qu'on faisait chez Cegid avec toute la méthode sur la méthode sales qu'on a reprise dans les katas du DIRCO, c'est-à-dire de partir de la revue de territoire pour améliorer la mise en place des forecasts, la mise en place des frameworks comme le MEDIC pour faire l'analyse des opportunités, les exercices comme aussi de faire le point sur tous tes commerciaux avec ta RH tous les mois, tous les 3 mois pour voir les gens à qui il fallait mettre la pression, envoyer en formation ou autre, les revues de closing de fin d'année, enfin toute cette boîte à outils et j'en perds un certain nombre de thématiques sur les outillages CRM, etc. Quand tu arrives sur la taille de la boîte qui est la nôtre, aujourd'hui on est 12 personnes, on va atterrir autour du 1 million d'euros pour notre 3e exercice. On essaie la force commerciale, nous sommes 3. Donc, si tu veux, les pratiques de faire des forecasts à 150 commerciaux, c'est plus les mêmes. Donc, ce qui est sûr et certain, c'est que j'ai essayé d'affiner, de rendre audible. Donc, on a un forecast, on a une revue de territoire, on a un atterrissage qui a été présenté par Hugues et Jade début septembre. Mais après, il ne faut pas être un malade et tu ne peux pas essayer de reproduire toutes ces techniques de mesure de la performance, tous les outils. Tu vois, notamment le MEDIC. Le MEDIC, il est génial, mais le MEDIC, on ne le prend que sur nos grands comptes. Tu vas faire un MEDIC sur un cabinet où ils sont 3 dedans, ou quand tu commences à dire mais c'est qui ton champion? Mais Stéphane, ils sont 3. Qu'est-ce que tu veux? Il y a un moment donné, c'est lui. Il y a peu de sens. Donc là, j'apprends à filtrer quelques bonnes pratiques pour les rendre plus audibles sur une boîte de notre taille. Mais ça ne veut pas dire que je les oublie. Donc, pour l'équipe qui m'entend, quand on va grandir, on va les remettre à niveau sur ces techniques-là. Voilà ce que je peux dire. Est-ce que maintenant, je suis un peu à la traîne sur certaines techniques? J'ai toujours l'oreille à écouter ce qui se passe. Et tu vois, on a même discuté ensemble de la nouvelle méthode de vente d'HubSpot sur la partie... table blanc en expliquant toute l'histoire et tout, quelque chose que je faisais déjà à une certaine époque. Donc voilà pour... après, quand tu as un rôle comme le mien, tu n'es pas focus à 100% sur les ventes. Donc je transpire plus sur les autres métiers que sur celui-ci qui est quand même mon métier de départ. La zone de confort. De confort, je sais pas, mais en tout cas de plaisir aussi. Ça s'entend en tout cas. Est-ce que tu peux parce qu'on on a échangé sur la partie business, sur la partie... tu vois Enso RSE où dans 3 ans? Tu le projettes? Est-ce que déjà tu te projettes d'ici 3 ans?
Est-ce que tu as déjà un plan stratégique, une taille, un chiffre d'affaires Alors, on a tous, évidemment, des BP. Alors, oui, bizarrement... bon, les BP, ils peuvent... oui, bien sûr que c'est à suivre, mais... Bizarrement, on est en train de le respecter. Donc, est-ce que c'est un coup de chance ou pas? Je ne sais pas. Nous, on est sur un business du volontaire. C'est-à-dire que notre segment de marché sur la partie RSE, c'est volontaire, mais comme j'ai expliqué tous les autres cas business, par ruissellement, en fait, ça devient obligatoire sans le côté législateur. Il suffit d'un décalage d'une loi de finances pour que d'un coup, notre business devient obligatoire. Et là, c'est pas 200, 300, 400. Il n'y a pas de limite, en fait, parce que là, ça concernerait tout le monde. On ne se pose pas cette question-là. Nous, aujourd'hui, on met notre armure et on se bat pour que les dirigeants fassent attention à leurs collaborateurs, ils fassent gaffe à leurs boîtes, qu'ils aient des boîtes les plus durables, les plus responsables possibles. Ça prend du temps, c'est passionnant. On casse des murs pour essayer de construire. Bizarre de casser des murs et de construire, mais vous avez compris l'image. Et ça ne peut pas s'arrêter avant que je vive la résultante de tout ce travail de dingue à expliquer ce que je viens de vous expliquer. Je passe mon temps à le faire avec des cas concrets de business, de qu'est-ce que ça apporte à l'expert comptable, au client final. J'ai des rendez-vous avec les banquiers. Les banquiers sont fans de cette donnée extra-financière. Donc, on est tellement en train de construire qu'il faut que je vive le truc au moins jusqu'à une loi qui arrive pour montrer que la vague, on y croyait, on l'a attendue et on ne l'a pas attendue pour rien, quoi. Ouais. Donc, en plus, tu es sur un marché en croissance, c'est ce que tu m'expliques. Et véritablement, tu vas exploser, ou en tout cas, il y a des signes avant-coureurs sur le fait que la loi va... C'est sympa ce que tu dis. Néanmoins, on est dans une période de crise économique. On est dans une période de crise politique. On est dans une période de guerre. On est dans une période où Trump, les US... parler de sustainability aux US, ton mail, il est blacklisté, quoi. En revanche, les arbres continuent à brûler, la mer continue à avoir ses problèmes. Voilà, je veux dire, la nature n'attend pas la fin de ces crises. Donc, on est plutôt là sur une position à serrer les coudes, à être toujours à inventer, à construire pour que notre offre elle cartonne. Et on sait qu'à un moment donné, quand l'économie va repartir, quand la politique va se redresser et quand Trump partira, on va pouvoir repartir du bon pied, même si dans nos pays, nos confrères européens, il y a les mêmes démarches législatives, parce que toutes les lois dont je te parle, c'est des lois européennes, hein. Donc, ça veut dire que tu vas... Ah, ça, c'est un point auquel je n'avais pas pensé, mais ça veut dire que tu penses à un développement à l'international? Écoute, on a des confrères qui font la même chose. Voilà, parfois un peu différemment et autres. Pas avec cet axe expert comptable. Donc, on a quelques touches. Alors là, c'est les pays frontaliers. On commence à discuter avec la Belgique. Voilà. Après, c'est sûr que l'ESG, c'est plus simple que de la compta ou de la finance où il y a un côté territorial beaucoup plus important. Mais là, à court terme, on est vraiment en évangélisation, déjà sur notre marché. Et je ne vais pas faire ce qu'a fait pas mal de startups, à se lancer tout de suite, aller en Allemagne, en Angleterre et autres, sans avoir confirmé le marché français, quoi. Tu sais que j'adore la Belgique quand même, parce que Lexir, quand même une société où je travaille, c'est quand même une société belge à l'origine qui a décidé de se déployer en Europe. Donc, moi, je veux bien parler à ton expert comptable. Écoute, avec plaisir, je te mets en relation avec lui. Tu as cette double activité, puisque tu as fait plusieurs fois référence au DCF. C'est quoi ta vision des DCF? Ça, c'est en tout cas la vision du secrétaire général sur le bureau national. Écoute, par rapport à Enso RSE et la RSE, j'aurais pu arrêter en disant, écoute, maintenant, tu es CEO, tu n'es plus DIRCO, pourquoi continuer les DCF? Alors déjà, il y a un côté, quand j'étais DIRCO, qu'est-ce que ça apportait? Et ben aujourd'hui, ça m'a apporté déjà un échange. C'est-à-dire que tu peux échanger avec tes pairs sans avoir aucune appréhension en disant mais est-ce qu'il va le répéter à un tel? Voilà. Tu vas échanger avec des pairs qui viennent
d'autres horizons. Tu vas parler avec un DIRCO d'une banque, d'une assurance, un DIRCO de l'industrie, et ça peut forcément t'apporter beaucoup de choses. Ça, c'est une vraie force. Deuxième force, c'est que les DCF, c'est du CAC 40 aux dirigeants locaux d'une TPE ou d'une PME. Et donc ça aussi, c'est une richesse. Et puis après, c'est un réseau, et toute la force des réseaux et de la confraternité également. Donc ça, c'était le avant. Et maintenant, j'ai décidé tout de même de continuer, à la fois localement avec les DCF Grand Paris pour toutes ces bonnes raisons, et parce que Enso doit aussi progresser en termes de business, donc il faut garder, être toujours ouvert aux nouvelles, à toutes les conférences sur comment être meilleur, être ouvert de toutes les nouvelles techniques, mais également par rapport au sujet que je porte sur la durabilité, parce qu'aujourd'hui le business et le commerce, là on est en train de travailler sur une thématique qui est, aujourd'hui le business c'est le poumon des entreprises, voilà, et ce poumon-là il faut l'alimenter. Il faut l'alimenter de la bonne façon. C'est-à-dire que demain, tu vas voir un acheteur, tu n'as pas les codes de la durabilité, alors que cet acheteur va faire attention, c'est un problème. Tu vas répondre à un appel d'offres, tu n'as jamais répondu à un appel d'offres sur cette partie durabilité, c'est un problème. Tu arrives, tu n'as pas les codes, alors que tu es face à un appel d'offres où la durabilité est hyper importante. Tu arrives avec ton 4x4 et ta Rolex, face à des acheteurs qui sont tous arrivés en vélo électrique et avec une notion de durabilité, je veux dire, et à un moment donné, il faut quand même... Et puis, il faut savoir pourquoi. Donc, il y a un sujet de transmission, de formation, d'expliquer à tous ces commerciaux pourquoi c'est important. Et surtout dans des entreprises, plus aujourd'hui les entreprises sont gros. Alors, j'ai pas envie de les citer, mais j'ai vu un appel d'offres de JC Decaux. C'est incroyable. L'avancée chez JC Decaux et l'impact de la durabilité dans l'appel d'offres. Donc ça, c'est vraiment un sujet où je me suis lancé dedans, qui est interconnecté en plus à mon métier, de dire voilà. Et on est en train de lancer un truc incroyable. On est en train de lancer quelque chose pour former les commerciaux de façon sympa et vraiment presque ludique pour former les commerciaux sur la thématique RSE. Pourquoi c'est important? C'est quoi les codes? Qu'est-ce que ça peut apporter? Voilà. Tu peux utiliser de l'IA pour ça? Nous, aujourd'hui, on utilise déjà de l'IA. Donc, tu as plein de gens qui vont dire que c'est pas normal, ça consomme. Donc on a fait le choix de prendre l'IA le plus frugal et souverain. Donc, il n'y en a pas 30 000, vous savez de qui on parle. Tu peux le dire, on a cité quelques marques depuis tout à l'heure, donc Mistral. Voilà, exactement. Et donc ça, c'est un sujet qui est un peu touchy, c'est-à-dire que grâce à l'IA, on peut aller beaucoup plus loin, on peut faciliter et on peut développer plus de RSE chez les clients. Et après, il y a le sujet de la conso. Donc c'est toujours pareil, on l'utilise uniquement à bon escient quand il y a un vrai apport pour le client final. Je reviens juste sur l'offre qu'on va lancer. Le principe, c'est la fresque du climat, mais version commerciale. Donc, on veut adapter la fresque du climat sur la fresque du commercial engagé. Voilà. Et là, on est en train de construire ça. Donc, ça, c'est un des gros chantiers côté RSE, durabilité chez les DCF au niveau du mouvement. Et après, si je parle encore du mouvement, avec la nouvelle mandature, on est toujours sur les sujets de les commerciaux, poumon de l'économie, poumon de ces entreprises, les rendre toujours meilleurs, responsables et continuer à animer les jeunes aussi pour attirer les jeunes et garder ces 700 000, le fameux 700 000 commerciaux, puisqu'aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de 80 000 ou 90 000 postes ouverts sur la fonction commerciale. Donc, il faut continuer à mettre en valeur ce métier. Merci Stéphane, je vais te laisser le mot de la fin. Pour terminer en beauté cet épisode et puis pour nous donner un petit peu ton feedback de tes saisons dernières et du futur pour Closing. Écoute, déjà, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à ce Closing New Generation. Te remercier toi d'avoir candidaté, puisque pour les auditeurs, il y a eu plusieurs personnes qui ont voulu prendre ce rôle et on a choisi Anthony, on en est très content.
remercier les DCF, remercier One2One2 pour cette continuité, les auditeurs aussi. Et un petit mot pour eux d'avoir suivi mes 50 épisodes passionnants, passionnés. J'ai passé un bon moment. Voilà. Et une seule chose que je te demande, c'est regarde les cahiers de vacances. Moi, j'avais passé un bon moment. Et quand on est sur une petite plage ou sur un transat et qu'on écoute un conseil du podcast Closing, je trouve que ça vaut de l'or. Donc, je regarde JB de loin, le représentant de One2One2 pour dire ça serait une bonne idée. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne nouvelle saison de Closing. Et Anthony, longue vie sur Closing. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à partager vos retours et soutenir ce podcast en vous abonnant, en le diffusant autour de vous ou en laissant une note sur votre plateforme d'écoute préférée. À très vite pour un prochain épisode. Bye bye.